On va commencer. Donc d'abord, je vais euh, présenter très rapidement, mais je pense que tout le monde nous connaît, donc c'est pas grave s'il y en a certains qui loupent cette présentation. Start the Fuck Up, on accompagne donc des entrepreneurs, des PME et des grands groupes à lancer des projets innovants depuis leur première idée jusqu'à la validation du besoin marché, jusqu'à un premier prototype souvent fait avec des outils no-code, et ensuite un premier produit, et ensuite l'accélération commerciale. Donc on travaille vraiment sur toute la chaîne de valeur de l'accompagnement. On peut vraiment faire avancer des projets de 0 à 1, puis de 1 à 2, puis de 2 à 3. Voilà, on a en particulier sur le no-code deux offres. On a une formation en e-learning à toutes les bases de Airtable, Zapier et Adalo, et toute la méthodologie et l'état d'esprit pour se lancer dans le no-code, qui est disponible sur l'antichambre de Germinal. Et il y a le lien qui va être envoyé dans le chat si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi envoyer des emails pour en savoir plus. Et on a une offre qui est sur notre site qui s'appelle Maker, où on accompagne des entrepreneurs ou des PME comme Marco et Axel et toute l'équipe de Capital PV à l'époque, à en gros vous lancer dans le no-code avec nous et être aidé à la mise en place, à la prise en main et aux itérations et au développement. Et donc ça, soit on le fait en mode co-création et c'est vous qui gardez un peu la main dessus, soit on le fait en mode agence et c'est nous qui développons un peu plus le produit. Donc voilà, si vous avez des projets no-code, contactez-nous, et on a plein d'autres accompagnements pour entrepreneurs et pour PME. Donc là, on est une trentaine de participants, et je vais demander, donc merci beaucoup d'être là, donc l'équipe de Capital PV, Axel et Marco. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, très brièvement, ce qu'est Capital PV et qui vous êtes, et après on va démarrer. D'accord. Je Je te vais, laisse je vais... démarrer, Axel. Oui, oui, oui. Donc moi, je suis Axel de Pontbriand, un des cofondateurs de Capital PV. Pour expliquer un petit peu, on est quatre fondateurs. Il y a Marco qui est avec nous, Sébastien qui malheureusement devait faire la présentation, mais il a été attaqué par le Covid et donc il est fiévreux. Donc, pas en mesure d'avoir toutes ces idées suffisamment claires pour pouvoir bien s'exprimer. Il y a un quatrième associé qui nous a rejoint un petit peu après, qui n'est pas vraiment un cofondateur, mais qui nous a quand même beaucoup aidé, notamment sur la partie technique, qui s'appelle Grégoire Papion aussi. Donc, pour préciser, voilà, nous sommes quatre. Marco, si tu veux ajouter quelque chose. Euh, je pense que tu nous as déjà bien présenté. On a commencé cette activité il y a 2 ans et demi, 2 ans et presque demi, ouais. 3 ans. On vient tous depuis la distribution. Après, Michael, tu nous diras si tu veux. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit excursus ou on commence tout de suite à raconter un petit peu comment ça a commencé Non, 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 entre là, nous quatre et avec Startuphack? là, voilà, là c'est juste descriptif de votre activité, de toi précisément, ton rôle dans le projet. D'accord. Ok. Mon rôle, on pourrait dire malheureusement ou peut-être heureusement, a été un peu le rôle IT, soi-disant IT, pour mettre en place toute notre plateforme digitale. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on avait commencé, on avait décidé que vu que la plupart d'entre nous étaient basés en France, notre réseau principal était en France, on voulait commencer par la France. Donc, Axel, il avait un rôle en tant que directeur commercial depuis toujours, et c'était un peu sa responsabilité de faire le suivi commercial, alors que Sébastien était plutôt calé sur la partie marketing et un peu de support commercial. Et Grégoire, en tant qu'ingénieur et développeur de projet, nous a énormément aidé pour la partie de qualification un peu plus professionnelle de projets que nous, on présente aux développeurs du secteur du photovoltaïque. Et finalement, il y avait le petit Italien qu'on dit qu'est-ce qu'il va faire lui? Il ne va pas faire le Le petit commercial italien, pour la c'est France. toi, Marco. C'est moi, exactement. Et donc voilà, du coup, on a dit allez, ton frère, il est développeur, tu fais déjà la configuration de nos mails, tu sais quoi, tu vas être le responsable IT. Et donc, ça, c'est parti comme ça. Et on a tout de suite attaqué les sujets avec Michael et David, avec un bootcamp très intensif à Turin euh, pour lancer un peu Voilà. notre activité. Et après, là, je Alors, me raide, peut-être, Michael, ouais, on va, c'est on à va y toi de mener revenir. le Donc jeu. là, c'est bon, tout le monde est arrivé, je pense.
Je vais rappeler un petit peu les règles du webinaire. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. Alors, dans Zoom, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les commencer à les poser maintenant sur Capital PV, sur la tech, n'importe quoi. Il faut aller dans le questions-réponses. Ok, il y a une fonctionnalité qui s'appelle questions-réponses. Posez pas trop vos questions dans le chat. Le chat, c'est plus si vous voulez interagir entre vous et commenter, mais on aura du mal à suivre toutes les questions si vous les posez dans le chat. Donc voilà, utilisez bien le module Q et R du menu de Zoom pour poser vos questions, s'il vous plaît. Et si vous voulez chatter entre vous, il faut utiliser la fonction converser. Donc, il faut aller dans le chat cette fois-ci et là, bien sélectionner dans le petit menu bleu, envoyer les messages à tous les conférenciers et tous les participants. Si vous ne réglez pas ça, en fait, il n'y a que nous qui verrons vos messages. Donc voilà, et donc voilà, je vous rappelle juste très rapidement quelle est l'activité donc de Capital PV, hein, même si on va y revenir. Donc c'est-à-dire que ils font de la mise en relation entre des gens qui ont des terrains, par exemple des agriculteurs dans le sud de la France, et qui pourraient être intéressés pour en fait autoriser l'installation de panneaux photovoltaïques sur ces terrains afin d'un peu louer en fait leur terrain à des investisseurs et des développeurs immobiliers en photovoltaïque qui vont, eux, installer les panneaux solaires, bien les configurer, ensuite faire tout le branchement, l'installation électrique, etc. et revendre. Et donc, peut-être on peut revenir effectivement maintenant sur le tout début. Déjà, donc au début, comment vous est venue cette idée un petit peu? C'était quoi le avant Capital PV? Avant Capital PV, Sébastien, Marco et moi, on s'était déjà associés dans un business toujours dans l'industrie photovoltaïque, mais on faisait de la distribution de composants photovoltaïques, donc des panneaux, des systèmes de fixation, tout ce qui était câble, enfin tout ce qui permet de construire une centrale photovoltaïque. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Et déjà à l'époque, on avait quand même une petite appétence pour le digital puisqu'on a créé ensemble avec un associé néerlandais le premier site de vente B2B de composants photovoltaïques. C'est-à-dire qu'on a été les premiers à faire ce que d'autres avaient déjà fait, c'est-à-dire de dire bah, l'installateur photovoltaïque, il ne va plus acheter son matériel en envoyant un email ou en signant un devis, il va pouvoir se faire son caddie avec son câble, le nombre de panneaux qu'il lui faut et tout ça. Donc, on avait déjà quand même cette volonté de rentrer dans le digital, d'essayer d'optimiser les choses. Et c'est un business qui fonctionnait plutôt bien puisqu'il y a eu une bonne réaction à la fois en Allemagne, en France ou en Italie des clients à cette offre de distribution en ligne. Ça fonctionnait plutôt bien, avec évidemment, comme dans toute entreprise, des hauts et des bas. Et on se rendait souvent compte que la distribution, la clé, c'est d'avoir du stock et d'avoir des bons prix. Mais qu'il y avait aussi un point, et là, on avait du mal à intervenir dessus, c'est que parfois, nos clients installateurs, s'ils n'avaient pas d'installation, s'ils ne faisaient pas signer le devis au client final, ils n'avaient pas de business, ils n'achetaient pas de matériel, et nous, on se retrouvait avec des mois, avec des baisses d'activité. Donc, en regardant, en discutant un petit peu avec eux, en essayant de voir comment est-ce qu'on pouvait les aider, on s'est assez rapidement rendu compte que beaucoup d'entre eux ne maîtrisaient pas trop les codes du digital que nous, on commençait à apprendre avec cette plateforme et que ils étaient focalisés sur le commerce, sur le R1, le R2, la signature, la construction, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ingénierie dans le photovoltaïque, parce que même si c'est une technologie simple, il faut quand même s'y connaître un peu. Et que sur la partie marketing, ils avaient tous des sites qui honnêtement n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas fournir un service comme celui-ci. Et c'est là qu'on a décidé, donc en juin 2018, de créer Capital PV avec cette idée de fournir des leads, donc des prospects à ces installateurs, aux développeurs du photovoltaïque. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé parce qu'évidemment, ça existait déjà, et notamment dans le secteur du résidentiel, donc pour des petites toitures, chez monsieur et madame Dupont qui vont se doter d'un générateur solaire pour produire un peu d'énergie, la revendre à EDF ou l'autoconsommer. C'est toute une histoire. Nous, on s'est dit, ça existe déjà sur le résidentiel. On a vu un petit peu les faiblesses du modèle résidentiel, à savoir énormément de volume et très peu de qualité. Donc, notre idée, c'était de dire, on va faire ça, mais plutôt sur des grosses toitures à partir de 500, 600 mètres carrés pour aller chercher plutôt des industriels, des agriculteurs. Michael parlait du terrain. C'est le terrain, mais aussi la location d'une toiture existante ou alors l'envie d'aller investir dans une centrale pour mettre sur le toit de son bâtiment. Donc,
On s'est dit, on va fournir ce même type de service, mais on va limiter le nombre de partenaires à qui on va le donner, c'est-à-dire qu'on va sélectionner nos partenaires. Et ça aussi, c'était parti d'un constat qu'on avait fait, et notamment en France, c'est que malheureusement, qui dit énergie renouvelable, dit subvention, et dit aussi beaucoup de presse négative, parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu abusé de toutes ces subventions et qui ont fait tout et n'importe quoi. Donc, on s'est dit, on va être un peu ce tiers de confiance qui va mettre des propriétaires en relation avec des tiers investisseurs ou des installateurs qui sont des gens sérieux. Et donc, c'était un petit peu la promesse qu'on a fait aux propriétaires en disant, voilà, avec Capital PV, vous bénéficiez de 10 ans d'expérience dans le photovoltaïque, d'un réseau européen. Et nous, on va vous mettre en relation avec maximum 3 entreprises. Donc, on maîtrisait quand même le nombre d'entreprises pour pas non plus qu'ils soient submergés. Et surtout, on ne vous accompagne pas qu'au début de votre projet, on vous accompagne tout au long. Et si vous avez des doutes, des questions sur des propositions qui vous sont faites, on sera là. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'être un tiers indépendant, c'est-à-dire de ne pas chercher de leads pour nous-mêmes et de pouvoir dire, bah voilà, nous, on fait ça avec beaucoup de recul. Nos clients sont les installateurs ou les investisseurs, mais vous, les propriétaires, on est à votre service. Je compare souvent notre activité à ce que font un peu les agents immobiliers, si ce n'est qu'on va un petit peu plus loin puisqu'on fait déjà une préétude technique. On ne se contente pas juste de présenter le dossier. Un des points intéressants, par exemple, c'est que à l'époque, donc alors peut-être que le modèle a changé, mais à l'époque, vous mettiez donc un lead que vous avez sourcé, donc un agriculteur qui aurait un super hangar sur lequel ça pourrait être intéressant de mettre en place les panneaux. Vous allez l'appeler, bien qualifier justement exactement toutes les spécificités du hangar. Donc là, vous faites un gros travail que l'investisseur ensuite n'a plus à faire. Et ce lead-là, en fait, vous autorisez jusqu'à 3 personnes à l'avoir en parallèle, ce qui vous vous mettez en compétition pour que l'agriculteur ait le meilleur, puisse choisir son partenaire sur plein de critères, être un peu accompagné là-dedans et pas se retrouver juste avec une offre et l'accepter, quoi. Exactement, tout au moins, ça c'est la perception qu'il faut donner. Parce qu'après, il ne faut quand même pas oublier une vieille règle du jeu Internet qu'on connaît tous, c'est que lorsque un service n'est pas payant, c'est que lui, c'est la marchandise. Et c'est la vérité, mais en même temps, c'est un vrai service. Même si ici, d'un côté, il est marchandise, c'est vrai aussi qu'on donne un vrai service. Et c'est important d'avoir la possibilité de pouvoir choisir entre des offres. Et après, ça va dépendre du marché, parce qu'entre-temps, on s'est développé sur plusieurs pays. Les offres vont toujours être entre 2 et 3 maximum. Mais c'est un peu l'esprit qu'il faut avoir. Donc ça, voilà, c'est une particularité du modèle, donc qui est pas vraiment une marketplace où tout le monde peut voir un peu tout. Enfin, les agriculteurs peuvent pas voir tous les autres agriculteurs, par exemple, mais c'est plutôt les investisseurs qui peuvent voir différents projets qui ont été soumis, que vous avez déjà qualifiés, qui correspondent à leurs préférences dans différentes régions. Donc, vous êtes lancé comme… Ouais. Je trouve qu'il y a un élément intéressant, c'est justement par rapport à ce qu'on faisait avant, où on vivait dans un marché avec beaucoup de concurrence. C'est qu'on n'a rien inventé de nouveau parce que c'était un peu un service qui existait déjà à travers des agences ou à travers des brokers, mais c'était très limité, c'était pas digitalisé, c'était pas professionnel. Et donc, on a vraiment pris quelque chose qui existait déjà, mais de manière très mal faite et très peu professionnelle. Et on a créé quelque chose qu'aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a quelques outsiders qui essaient un peu de rattraper, de rentrer dans ce nouveau marché qu'on a créé, mais qui offre un service qui existait déjà, mais de manière totalement différente, professionnelle, digitale, et pour éviter justement de rentrer dans un marché qui était déjà pris par beaucoup de concurrents. Ok. Donc je pense que voilà, c'était comme ça, vous avez déjà une grosse partie du marché, donc le positionnement de la startup, vous l'aviez vraiment, enfin vous sentiez déjà, vous saviez déjà vraiment très bien un petit peu ce qu'il fallait faire, quoi. Vous n'étiez pas des entrepreneurs avec juste une idée et bam, on va la développer, quoi. Il y avait quand même de très bonnes validations. La valeur ajoutée, ça serait vraiment la qualité. Alors après, évidemment, on n'a pas anticipé tout ça parce qu'on espérait un business qui tourne tout seul et où on est le moins de salariés possible. Aujourd'hui, je crois qu'on est plus d'une vingtaine en France et en Italie, en Europe. Donc, on est loin de ce qu'on se disait il y a 2 ans et demi, vraiment aux prémices du truc. Ça va être génial, ça va être tout ceci. Mais au fur et à mesure, on a compris que il fallait avoir des gens en interne parce qu'on ne fait pas appel à des boîtes de phoning. Ça, c'est un point que je rappelle souvent à nos clients ou nos prospects en France.
C'est des gens qu'on a embauchés, qui sont en CDI chez nous, qu'on a fait monter en compétences sur le photovoltaïque, à qui on a expliqué les choses et à qui on continue d'expliquer les choses. Et c'est ces personnes-là qui, au téléphone, parlent avec les propriétaires et ne font pas que collecter des données, mais aussi transmettre un peu de pédagogie, d'expliquer le photovoltaïque, pourquoi on n'installe pas des panneaux au nord. Parfois, c'est des questions qu'on nous pose qui paraissent simples, mais qui existent. Voilà, on a aussi une vocation avec beaucoup de retenue évidemment, mais de participer un petit peu aussi au transfert d'informations sur ce qui existe en énergie alternative et plus particulièrement ce qu'on maîtrise le photovoltaïque. Trop cool, donc beau projet et ravi de voir que ça continue à décoller encore. On va revenir maintenant un petit peu sur l'histoire. Donc, si je remonte votre timeline, où on a la chance de voir C'est la David, c'est salle pas du... toi, mais Ouais, c'est David, c'est ouais. pas moi. Moi, je suis là. C'est toi qui prends la photo, à mon avis. C'est ça. Donc, 2018, moi, l'histoire, c'est qu'on est contacté par Sébastien et sur un contact commun, Ganaël Bascoul, fondateur de monsieurbarbier.com. Et en gros, pourquoi être parti avec nous pour s'enfermer dans ces 2 jours? Qu'est-ce qui vous a convaincu dans ce qu'on vous a proposé? Parce qu'en fait, au début, vous disiez, il faut une agence pour construire notre plateforme, tout automatiser, avoir tout le... voilà. Et donc, finalement, on s'est retrouvé 2 jours à un peu tout faire construire ensemble ou construire ensemble sur différents outils comme Strikingly, qui était l'outil de landing page pour construire son propre site, et ensuite Airtable pour construire toute la base de données avec les différents agriculteurs et les développeurs en photovoltaïque, puis Jotform, un truc de formulaire pour avoir un joli formulaire de qualification, et Mailjet, en gros, qui permettait d'envoyer des emails de mise en relation dans tous les sens quand un lead convenait à un développeur, globalement. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a construit pendant 2 jours, mais pourquoi vous vous êtes dit, ah, tiens, c'est la bonne approche? Enfin, qu'est-ce qui vous a inspiré? Je pense qu'il y a 2 points importants. Le premier point, c'était qu'on était déjà à l'époque convaincus que c'était une très bonne idée, mais on ne pouvait pas du tout être sûr qu'on aurait pu obtenir les résultats qu'on a obtenus déjà il y a l'année dernière, même cette année. On était loin de penser de pouvoir construire ce qu'on a pu construire dans 3 ans. Et au début, c'était quand même très important de démarrer avec une solution qui était cool, professionnelle, digitalisée, mais pas qui nous obligeait à créer quelque chose de dès tout de suite customisé, cher, qui demandait beaucoup d'argent pour commencer, pour la maintenir, parce qu'il fallait d'abord vérifier sur le marché si notre business il était solide ou pas. Et après, bien évidemment, ce qui nous a ramené tous à Turin à faire le bootcamp, je pense que Sébastien il a eu un rôle important parce qu'il t'a connu avec David. Il était très content. Il nous a débriefé avec un tel enthousiasme qu'on a dit, Lego, c'est les À la bonnes base, il a personnes. dit que vous feriez tout. Il a dit, ne vous inquiétez pas, ils vont tout faire. Ça, on l'a découvert après qu'en fait, il allait falloir qu'on bosse. C'est pas ce qu'on lui avait dit. Il a été bon. C'est le vendeur du groupe. C'est typique de Sébastien. Mais ça a bien marché finalement. Et ce qui était intéressant quand même, c'est le transfert de compétences. Parce que moi, j'avais vu un petit peu, et on l'avait vu dans la distribution en montant le site, on dépensait des dizaines de milliers d'euros dès qu'on voulait modifier ou ajouter un produit parce qu'on ne maîtrisait pas du tout le back-end. Et qu'on ne s'y intéressait même pas parce que de toute façon, les sous-traitants avec qui on travaillait ne nous donnaient pas l'opportunité parce que ce n'était pas dans leur business model de nous expliquer. Et il y avait quand même, au-delà du fait, en riant, que Sébastien nous dise ils vont tout faire, il y avait surtout ils vont tout faire, mais ils vont nous montrer comment est-ce que derrière, on va pouvoir modifier. Et s'il y a une phrase à rajouter 2 semaines après, il ne va pas falloir écrire un mail à Start the Fuck Up pour leur dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire ça? Ils vont nous envoyer une facture en disant on a bossé 40 minutes, vous nous devez tant. Non. C'était de dire on va vous donner des outils qui seront à votre portée et que vous pourrez faire évoluer. Et du coup, on s'est dit go, il faut y aller et l'investissement en vaut la peine parce qu'on va monter en compétence, on va être capable de modifier tout ça. On voulait absolument éviter de tomber dans un site qu'on soit incapable de gérer parce qu'il faut coder ou autre. Et Marco a pris la main sur Mailjet, sur Zapier, avec Michael et David. Et on s'est très vite rendu compte qu'effectivement, on allait pouvoir être autonome.
C'était ça Alors, la clé. ouais, et alors moi, je me rappelle l'argument qui a fait que ça a marché, hein, parce que c'était qu'en fait, et c'est un truc qu'on répète souvent maintenant, c'est qu'à la base, vous, quand même, c'est une marketplace que vous voulez faire. Donc, il y a une notion vraiment il y a une offre et il y a une demande, il faut faire matcher les deux. Ok. Le parti match, c'est vraiment l'automatisation, c'est l'intérieur de la machine. Mais d'abord, il y a, comme tu l'as dit là, vous vouliez valider vos hypothèses à très faible coût, je veux prouver que j'attire, Correct. que mon projet est viable. C'est-à-dire que je réussis à trouver des agriculteurs et je réussis à en avoir suffisamment et ensuite les mettre en relation avec des développeurs. Et, voilà. Et donc, pour prouver cette partie-là qui est structurante, qui est vraiment le business, en fait, ce qui a convaincu Sébastien, c'est qu'on lui a dit, mais tu sais, en fait, au début, ta startup, tu as juste à faire une landing page. On lui a dit, tu fais juste une page. Et nous, on connaît des outils, voilà, construits ensemble, où les gens peuvent laisser leur email, donc juste un formulaire. Et toi, tu vas faire de la pub dessus. Et si tu vois que tu récupères 200 agriculteurs et qu'ensuite, quand tu envoies ces dossiers en CSV à des développeurs en photovoltaïque à la main, ils les aiment bien, et ben bingo, après, là, tu seras chaud pour investir plus de budget et tout ça. Et donc il s'est dit, ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça a démarré. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout n'était pas parfaitement fonctionnel dans le back-end pendant les 3 premières semaines après le workshop. Et Sébastien a commencé à mettre de la pub pour récupérer des emails, pour vérifier qu'il chopait bien des emails d'agriculteurs et qu'il réussissait à avoir de l'entrant, donc de valider l'offre. Et, et après, on lui a juste dit, pour le deuxième point pour le convaincre, c'était de dire, OK, mais en fait, ta marketplace, là, tu veux un flow effectivement assez précis, mais à la fin c'est juste envoyer 2 emails pour que les gens ils se rencontrent et qu'ils soient interconnectés. Et ça, bah, en fait, pour envoyer 2 emails, il y a des systèmes d'automatisation qui permettent de configurer assez finement quel email t'envoies et à quelle personne, à quel moment et tout ça. Et donc, c'est ces 2 points-là qui lui ont dit, OK, c'est vrai que ça a l'air sympa ce qu'il raconte et on va pouvoir progresser d'abord sur la validation de la demande et après on pourra vraiment automatiser un peu plus le truc. Mais c'est vrai que vous avez quand même des attentes très fortes sur l'automatisation complète du process au début, quoi. Vous vouliez un truc où l'agriculteur sélectionne sur une carte. Enfin, peut-être vous pouvez détailler un petit peu vos attentes comparées à ce qu'on a construit ensemble. On avait un rêve, je pense, commun avec Marco, Sébastien, et je pense qu'on le partage avec d'autres personnes qui nous regardent Ouais. aujourd'hui, certainement. C'était d'avoir un business qui tourne tout seul et de pouvoir faire d'autres business qui nous intéressent aussi ou autres, et donc d'avoir le plus d'automatisme possible. Et ces automatismes, évidemment, on les a. Bon, il y a certainement d'autres choses à améliorer encore, et de toute façon, on y travaille au quotidien. Mais il y a quand même toujours besoin de personnes à un moment donné parce qu'il faut l'intelligence artificielle a ses limites et qu'il faut accompagner et il faut retranscrire aussi ce que les gens nous disent. Donc non, on a automatisé un maximum. Surtout, on a automatisé intelligemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué, on n'est pas borné dans un système où on dit bah non, ça c'est pas possible. On est capable de faire évoluer. Et moi, d'un point de vue commercial, quand je discute avec nos clients, je leur dis en soi, tout est possible. Le système, on le maîtrise, donc on est capable de le faire. Mais il y a quand même besoin de quelques personnes pour travailler là-dessus. Et puis sur la partie marketing aussi, beaucoup, évidemment. Moi, Ouais. je reviens toujours un petit peu sur le côté perception, parce que même au début, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument que la vitrine donne une idée de digitalisation et automatisation totale. Et bah, on a pris sur nous, avec Michael et David, que finalement, bah, il y avait quand même pas mal de tâches qu'il fallait qu'on fasse manuellement et presque semblablement de manière automatisée, mais qui n'était pas forcément totalement automatisée. Mais oui, c'était un peu notre rêve dès le début de pouvoir l'avoir totalement automatisé. Je pense quand même aujourd'hui, maintenant que notre business il est beaucoup plus solide et répandu parce qu'on a beaucoup de plateformes sur maintenant presque 5 pays européens. Je dis presque parce que UK et Pays-Bas sont en work in progress en ce moment. Et pas finalement, bien évidemment, on a dû quand même aussi commencer à avoir de l'accompagnement avec des vrais développeurs, à passer à des profils plus pros comme Airtable. Aujourd'hui, on utilise le profil entre enterprise. On a dû quand même commencer à passer à des autres niveaux, mais on sait aujourd'hui que ça vaut la peine et que c'est un moment important pour qu'on continue à faire du développement au niveau digital et de possibilités par rapport à nos développeurs. Mais les temps ont bien changé depuis 2018. Mais c'était l'approche parfaite à l'époque. Même si, Michael, il ne faut quand même pas oublier, au tout début, j'étais tranquille parce que Sébastien m'avait dit t'inquiète, ils vont tout faire.
Après, moi, je me rappelle très bien qu'après les 2 jours de bootcamp, en plus, Michael, il est très sévère pendant les bootcamps. Piqué, parce que lui, en 2-2, il t'explique, voilà, c'est ça, ça et ça et ça. OK, c'est bon, maintenant tu fais. OK, finalement, j'ai rien compris. Et Non. c'était très stressant. Non, mais après, finalement, tu as eu la patience qu'il fallait avoir. C'était Et ça prévu fait hein, qu'il y toujours ait peur. des. C'est le peur de l'inconnu, je pense aussi. Parce que après, finalement, ce n'était pas aussi compliqué que ça. Il fallait s'y mettre. Mais c'était aussi un peu la peur de l'inconnu. Donc là, effectivement, on voit que c'est un peu David qui surveille si tout le monde travaille dans la salle sur la photo. Et donc, ouais, donc si on peut rappeler un petit peu l'objectif initial donc, de ce fameux workshop de 2 jours qu'a créé toute la plateforme Capital PV, c'était de dire vous allez construire votre site web. Il sera sur Strikingly, donc c'est le site web qu'on voit là. À l'époque, voilà, c'était juste la plateforme version française. Déjà, vous vouliez la faire aussi en allemand, donc on avait aussi fait une première version de la version en allemand. Donc ça, c'est un site web fait sur Strikingly. Vous n'aviez pas manipulé avant ce workshop d'outils comme Strikingly de création de site web, donc qui permettent de construire son site bloc par bloc et de mettre un petit peu ce qu'on veut en termes d'images, etc. Et on avait fait un formulaire donc, qui, à l'époque, était sur Jotform, mais là, je vois que vous avez changé la technologie. On est en train Non. d'évoluer, de passer sur. On a ajouté des autres applications. Finalement, Strikingly pour nous reste l'outil parfait pour commencer et pour Ouais, bien tester sûr. et voir si ça marche. Après, là, petit à petit, on est en train de transférer la plupart des sites sur WordPress. Ok. Ça demande un peu plus de travail, mais une fois que le marché il est mûr et on sait ce qu'on fait, ça vaut la peine. Et après, on a commencé à voir, là par exemple, ça c'est Retool. Ok. C'est Ça, Retool c'est et ça nous permet de faire des synchronisations avec différents logiciels comme par exemple Airtable et en utilisant un iframe et avoir des ça données. permet de faire des formulaires ou des interfaces plus sur mesure Exactement. en se connectant à Airtable. Donc, c'est Moins du joli, low mais ouais, code et pas du no code, ces trucs-là. Mais on utilise toujours exactement. Jotform pour déposer votre dossier. Celui que Ah, vous je me suis aviez créé trompé. avec nous. Ah, et c'est Ouais, en pour ça, fait, si tu cliques là, ça m'a perdu. Parce Ah que oui, c'est ça, ouais, ouais. je le voyais encore là. Oui, voilà. Exactement. Et c'est Donc là, toujours là, lui. d'accord. Donc là, c'est le formulaire où un agriculteur rentre toutes les informations c'est ça. sur son projet. Et donc, ça lui permet de le qualifier avec l'endroit où il habite, etc. L'orientation de ses toitures, les activités qu'il y a dans le bâtiment. Ah, vous avez fait des jolies icônes plus jolies. Et donc ça, effectivement, c'est la vue card de Jotform qui a très bien marché pour vous, qui était à la fois la plus jolie en termes d'user experience et qui, si je me Et rappelle bien, Michael, si par contre tu Ouais. avances dans le formulaire, maintenant, on a Ouais. quand même pu ajouter notre rêve, la fameuse carte. Elle est bien connectée Ah, avec Location Totion, non? Axel, tu confirmes ou il faut aller sur Hangar Solaire? Non, non, elle est connectée Ok. normalement. Et là, on a pu faire donc là, la version je tente. 2.0. Voilà. Donc Ouais, voilà, c'est donc un outil de localisation. Là, encore une fois, pour une question de conversion killer, on essaye de faire des différents tunnels, c'est-à-dire que le projet il est déjà déposé, donc si l'agriculteur il s'arrête, c'est pas grave. Et là, c'est la deuxième étape. Et une là, je fois vais qu'il a pouvoir localisé le renseigner. Ah, terrain. donc ça, vous avez codé donc, tout ce truc-là où je vais pouvoir dire Voilà. sur là où je suis, où est Après, tu peux mettre Exactement. ton beau hangar exactement. photovoltaïque sur les champs. Ok. Ou Et Et y a sur pas, les toits de Paris. je suis à Paris, ça va pas. C'est pas des super c'est champs. moins drôle qu'au milieu de la campagne. Et je peux même délimiter mes parcelles et dire Voilà. là je suis là, d'accord. Ok, donc voilà. Ils sont arrivés au workshop avec cette idée-là en tête. On a passé une grande partie à dire que ça allait être compliqué dans un premier temps. Mais voilà, donc 3 ans après, vous l'avez, c'est trop cool. Et vous avez fait l'UX qui permet que ça marche bien pour une grosse partie des gens. Et Exactement. Et de après, la côté. dernière étape, c'est pouvoir booker dans le calendrier un meeting avec un de nos consultants. D'accord, ça vous avez Ça, fait un c'est work in calendrier. progress. On est en train de l'améliorer. C'est pas la version qu'on souhaite C'est cette finale. mort. Ouais, ça, c'est cette mort. Pour moi, c'était une bonne solution pour commencer. C'est un truc comme Calendly, ça, c'est ça? Ouais. Exactement. Un peu plus simplifié, moins joli. Euh,
mais c'était une bonne solution juste pour voir si c'était une bonne solution pour nos clients. Là, effectivement, je te confirme qu'on est en train de passer sur Calendly, D'accord. mais avec un peu de low-code, pas no-code, parce qu'on voudrait connecter plusieurs calendriers au même account. Ok. Et ça demande un petit peu de low-code. Donc, ok. Et donc voilà. Donc à l'origine de ce workshop, le travail qu'on avait fait ensemble ici, c'était pas tout de suite de se lancer dans les outils, hein, parce que vous aviez plein d'idées, mais vous n'avez pas encore forcément assemblé tout le parcours utilisateur du produit. Donc en gros, ce qu'on a fait la première demi-journée, c'est déjà bien comprendre votre univers, ce qu'était le photovoltaïque, à qui vous vouliez vendre, c'était quoi les besoins, les problèmes. Donc c'est toute l'analyse vraiment stratégique de la startup. On avait fait ça un soir au restaurant, il me semble. Et le lendemain matin, on avait pris des post-it et on Restaurant avait dit, brésilien d'ailleurs. exactement, excellent restaurant brésilien de De Turin. Donc, Turin. si vous allez à Turin, demandez-nous l'adresse, c'était vraiment exceptionnel. Et, euh, et ensuite, on avait, donc là, les post-it que vous voyez au fond, c'était qu'on a défini tout le parcours de la plateforme. Donc vraiment, toutes les étapes qui doivent arriver, est-ce qu'il y a des emails qui doivent être envoyés en mise en relation, tout ça. Donc il y a toute une phase de, en fait, c'était la création de tout le cahier des charges et du parcours de la plateforme. Et ça doit se Et faire c'est ensemble, là. ouais, c'est là où vous nous avez énormément aidé parce qu'on avait une idée très précise de ce qu'on voulait en rendu final. Et vous nous avez aidé justement à organiser nos idées pour créer un flow et d'avoir justement pouvoir structurer un peu de quelle manière on allait obtenir ce qu'on voulait. Et c'est ce qui nous a permis aussi de se focaliser sur certains points et de dire bah, l'outil de localisation, par exemple, il est compliqué à mettre en œuvre, donc ce sera un nice to have une fois qu'on aura validé. Mais c'est pour moi ce dont je me rappelle le plus, c'est ça, c'est qu'on est arrivé avec une idée très précise en se disant, bah voilà, boum, il faut faire ça. Et vous nous avez un petit peu ouvert les yeux sur ce que ça représentait comme travail et ce qu'il allait falloir construire avant pour avoir des bonnes bases. C'était vraiment ça. Et voilà, donc après on s'est mis d'accord donc sur toute cette liste de fonctionnalités. En fait, on a dit bah en fait on va faire que ça, une petite partie. Ouais, Ça c'est non, ça, ça non. ça non, voilà. Et une fois qu'on s'est bien mis d'accord là-dessus, le lendemain, on a divisé le travail en petits groupes et il y en a qui ont travaillé sur les landing pages, à faire le bon form, le bon truc marketing. Il y en a qui ont travaillé sur le formulaire. À faire le bon form, ou alors on avait fait une première version d'un formulaire, mais après vous en avez refait une autre sur un autre sur Jotform, et surtout on a mis en place toute l'architecture derrière du Airtable et des Mailjet, que c'est la partie la plus difficile à prendre en main, évidemment, en un seul jour pour vous. Et après on s'est réparti en mode bah voilà, on a toute la base, et maintenant il reste 10 emails à rédiger avec plein de champs à remplir dans les différents emails. Il y a telle et telle et telle automatisation qu'il faut faire. Et en gros, vu qu'il y avait un fort objectif de monter en compétence de vos équipes dessus, comme a dit Marco, il a un peu souffert à essayer de le faire lui-même, et on se revoyait en fait une demi-journée toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour répondre à toutes les questions de Marco et suivre qu'est-ce qu'il avait avancé, qu'est-ce qu'il n'avait pas avancé, et moi l'aider à le débloquer sur les points les plus techniques. Et à la fin, il y a quand même eu la V1 qui est sortie, où il y avait un peu tout le parcours était quand même bien automatisé. En gros, vous appelez un agriculteur qui déposait son dossier, vous le rappeliez, vous notiez toutes les informations de qualification dans le Airtable, donc qui est un outil de base de données pour ceux qui connaîtraient pas. Il y a une espèce de Excel en ligne. On va pouvoir avoir toute notre information bien hiérarchisée comme ça, et connectée à plein d'outils d'automatisation derrière. Et bien là, vous rentriez pour chaque client qui vous appelait les notes de qualification. Il y avait toute l'information du formulaire qui remplit initialement qui remontait dedans. Et il y avait une checkbox en gros de dire ah ouais, mais lui, ah non, il y avait la notion de est-ce qu'il correspond à un développeur, parce que vous avez des développeurs qui avaient différents intérêts, différents critères. Et en gros, il fallait dire ok, est-ce que cette personne-là correspond à un développeur, donc la partie match. Et C'est la ça, partie Tinder, non? ouais, c'est la partie Tinder, exactement. Et ça, c'était une partie qui était un petit peu compliquée à faire parce que les besoins des développeurs étaient assez précis. Il n'y a pas trop d'outils, même aujourd'hui en automatisation, qui permettent de faire ça sans coder. Donc, on avait évalué différentes stratégies entre coder quelque chose spécifiquement pour faire ce match ou des choses comme ça. Et vous aviez fait quelque chose de très malin, je me souviens. Peut-être que tu veux le raconter, Marco. Si vous avez créé une page, vu qu'en fait, il n'y avait que 70 développeurs au début sur toute la France, vous avez créé une page par développeur qui avait un petit peu son propre back-office à lui avec son URL sur Strikingly. Et donc, ça peut paraître extrêmement manuel de faire ça, en fait. Et suivant ces critères, sa page était configurée sur ces critères.
Et en fait, suivant le formulaire qui arrivait, eh ben, le développeur recevait un email en fait, et dire bah, voilà, il y a tel prospect qui peut potentiellement correspondre à ton besoin et tes critères que tu as renseignés, quoi. Et ça, vous avez tout fait vous-même à la main. Exactement. Et c'est aussi grâce à Airtable parce que Airtable, en utilisant des vues qui sont finalement des sous-vues, parce que c'est les informations triées avec certains filtres, te permettent de trier des informations et pour voir une liste de données, de projets qui correspondent aux filtres ajoutés. Et donc, c'est à travers l'utilisation des vues d'Airtable qu'on a pu créer des iframes et donc des sous-pages avec leur URL spécifique. Et derrière aussi des automatisations utilisant Zapier qui permettaient de recevoir un mail automatisé, mais très manuel. Parce que je pense à l'époque, c'était une très bonne idée parce qu'on a pu avancer sans avoir des vrais coûts. C'était plutôt un peu de temps. Mais je me rappelle très bien que lorsqu'Axel et Sébastien voulaient bien changer un petit peu les paramètres des devs, c'était quand même un peu de travail parce que du coup, il fallait changer peut-être 70 pages et pas une seule page. Sur ça aussi, bien évidemment, dans le temps, on a évolué. Ce n'était pas une nécessité au début. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Il y avait ça et puis le filtre qui sautait aussi et qui faisait qu'on avait 200 ou 300 emails qui partaient d'un coup sur toute la France. C'est là où ça avait des limites. C'était chouette, mais moi, j'ai eu des appels où ils disaient « Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir 120 emails. » On a lâché une barrière et tout sortait. Donc, non, c'était pratique, mais dangereux. Il faut quand même pas oublier que Airtable, ça te permet de faire beaucoup de choses même sans le code. C'est-à-dire que nous aussi, on est monté en compétence avec Airtable. Et par exemple, toute cette histoire des filtres, comme Excel, Airtable te permet de créer des colonnes avec des formulas qui te permettent de trier des datas qui sont dans des autres colonnes ou dans des autres vues et qui te permettent finalement de passer de 70 automatisations à 2. Et ça aussi, il faut passer un peu de temps. C'est un peu comme du Excel, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il faut se regarder les tutoriels, voir un peu la manière dans laquelle Airtable résonne. Mais ça reste très similaire par rapport à Excel. Ça, ouais, mais c'est vrai que Airtable, c'est un outil dans n'importe quel business. Que si tout le monde maîtrise à fond le truc, après, ça t'ouvre des possibilités vraiment. C'est vraiment incroyable. énormes. D'ailleurs, Marco, je constate que tu parles comme un dev maintenant, hein. Ça fait, ça a bien changé depuis, hein. Là, on sent la maîtrise, hein. Et ouais, effectivement, au début, tous ces projets-là, ouais, ça peut casser tout ça, ce qu'on appelle un minimum viable product, quoi. C'est votre MVP à la base et vous l'avez lancé, vous avez validé toutes vos hypothèses et vous aviez construire. Donc là, tout le système un peu de brick et de broc fonctionne. Il y avait aussi même une notion d'achat de lead, hein. Vous avez même fait le fait que le développeur pouvait en fait sélectionner un projet qui l'intéressait et le commander avec un espèce de système de commande fait avec de brick et de broc avec une automatisation Zapier, mais qui faisait le taf. Je ne sais pas si vous l'avez encore ça ou si ça a changé maintenant. C'est toujours le même. C'est toujours le même. Ah, c'est génial parce que ça c'est vraiment un truc avec un formulaire Airtable où on sélectionne le numéro du projet. Une adresse email, la clé d'achat, c'est les 3 premières lettres du prénom Attention à ce que tu vas dire, c'est sur YouTube. Attention à ce que tu vas dire. Et non, c'est toujours la même chose. Et en fait, on match justement une clé d'achat qui est personnelle à chacun de nos clients avec une adresse mail. Et ça permet de dire, c'est bon, c'est bien quelqu'un qu'on connaît. On peut lui envoyer les coordonnées du propriétaire. Voilà, et donc, en fait, parce que voilà, chaque développeur a dans sa page back-office, en fait, il voit ça, qui est un extract Airtable donc de vos projets en cours que vous avez intégrés, parce que c'est très facile à intégrer ça. Et donc, en fait, il peut juste, dans un formulaire en dessous, sélectionner le numéro du projet et en rentrant sa petite clé d'achat, valider que c'est bien lui qui a acheté le projet. Donc, c'est un système, il n'y a pas de login, on pourrait se dire, mais pourquoi il n'y a pas de compte utilisateur, pourquoi il n'y a pas de truc? Mais en fait, ça fournit un niveau de sécurité suffisant pour ce genre de choses qui sont juste du déclaratif, quoi. Et après, vous les facturez en fonction du nombre de projets qu'ils ont commandés dans le mois. Et à l'époque, ce n'était pas automatisé ça, mais il me semble qu'il y a un an, vous aviez automatisé ça aussi, l'envoi de factures. Il y a quelques semaines. 3 semaines. Ok, on a commencé à y réfléchir il y a 1 an et demi, d'accord. Ouais, on a commencé à y réfléchir et puis on avait pas un nombre de factures. C'est moi qui ai la casquette financière au sein de notre association. Donc, c'est moi qui faisais les factures avec mon petit fichier Excel que je m'étais créé. Et puis, l'année dernière, on est arrivé à 800 factures, je crois.
émises. Et là, en fin d'année, j'ai dit à Marco, Sébastien, les gars, il va falloir qu'on trouve autre chose parce que ça commence à me prendre un peu trop de temps. Et du coup, on a travaillé là pour le coup avec un développeur qui est venu nous aider parce qu'on a différents flows sur Airtable et on voulait regrouper tous ces flows pour emmener vers un outil de facturation. Et ce développeur qui nous a été chaudement recommandé, et on vous remercie parce que ça marche très bien par Start the Fuck Up, nous a aidé à développer cet outil et nous a fait encore une fois un outil qui correspond exactement à nos besoins et qui ne nous limite pas. Comme on peut avoir, au début, on avait commencé à étudier des choses comme QuickBooks, ouais, QuickBooks ou tout à autres, fait. mais des choses auxquelles c'était à nous de nous adapter un petit peu à Ouais. leur vision de la comptabilité. Et là, on a pu faire quelque chose qui nous apportait quand même encore une certaine flexibilité. Et encore une fois, On a utilisé c'est la Airtable. clé. Et tout est généré par Airtable, les factures. Le PDF, le numéro de facture, l'envoi automatique. Vous avez utilisé le bloc de génération de PDF d'Airtable, C'est le ça. PDF Designer. D'accord, ok. Oui, il Ouais, c'est vrai fallait, que là encore, bien évidemment, il fallait un peu de low-code. Ça, je pense que pour nous, après 3 ans, c'était un bon investissement. Mais ce n'est pas du tout le bon choix pour le début, parce que ça reste quand même beaucoup de travail, Oui. beaucoup de travail de low-code. Je pense en parlant d'heures de travail, on était aux alentours de On était aux alentours de 50 12 heures heures, de je crois. travail. Non, non. 4 fois En heures. 16 sur la 20 heures. facturation. 15-20 heures sur la facturation. Ouais. De Ouais. dev. Ouais. Nous, sur l'automatisation de la facturation, c'est vrai que c'est pas trop les startups. Vous étiez plus startup, quoi. C'était votre produit, tout ça. Oui, oui. Mais nous, on travaille pas mal avec des PME ou des TPE qui ont un autre business, genre des agences en marketing ou des gens qui ont un autre business et qui veulent juste automatiser sur Airtable cette partie-là. Et qui travaillent avec nous pour automatiser facturation et tout ça. Parce que ça, c'est un besoin sur lequel ils ont du budget parfois. Et on avait besoin d'un outil flexible aussi parce qu'on a des clients en Allemagne, on a des clients en Italie, donc on voulait créer un duplicata parce que la fiscalité française ne nous permet pas d'avoir des factures en allemand ou en italien. Donc on a pu mettre en œuvre tout ça. Alors ça nous aura pris effectivement pratiquement 3 ans, mais ça faisait partie du développement que l'entreprise devait avoir pour pouvoir se concentrer sur des vraies choses plutôt que de remplir un Excel, quoi. Et donc, alors que ça, on va arriver sur autre chose. Donc là, on est en 2018, vous avez déjà votre première MVP donc de plateforme, semi-plateforme qui fonctionne. Et là, ce que vous vous dites, c'est effectivement, il faut qu'on soit dans d'autres pays. Donc tout de suite, votre élargissement a été européen, quoi. Et pour ça, vous avez dupliqué en fait tout ce que vous aviez sur Airtable et sur Strikingly avec le même concept, que ce soit donc, avec plusieurs sites en France. Donc, vous avez fait des sites différents par canal marketing, si je ne me trompe pas, ou par besoin pour optimiser vos taux de conversion. Donc, hangar solaire et louer son terrain, ça vise à peu près la même population, mais sur des populations différentes, pardon. Et donc, vous avez fait un site spécifique pour optimiser le marketing de chaque. Et tout, en fait, est un peu la même plateforme dupliquée plusieurs fois, quoi. Je ne me trompe pas? Exactement. Non, non, c'est correct. Une fois qu'on a trouvé le bon modèle d'un point de vue marketing, lead generation et tout ça, évidemment, il fallait l'adapter par rapport au pays et la clientèle, le type de service qu'on donnait. Mais ce qui était bien, c'était le premier, il avait bien marché, donc c'était une duplication. Et une fois que c'était dupliqué, on allait changer et modifier légèrement par rapport aux besoins de la nouvelle plateforme les contenus, les pages et les photos. Et c'est vraiment une réplication aussi au niveau pas seulement de service, mais aussi de pays, parce qu'on a commencé par la France et l'Allemagne, après on a ajouté l'Italie, après on est revenu sur la France avec des nouvelles Et plateformes. là, évidemment, pouvoir faire une grosse partie de ce travail-là vous-même, que ce soit au niveau du changement des noms des colonnes dans Airtable, des différents formulaires et dans travers toutes les langues, c'était une force énorme. Oui, et d'ailleurs pour ça, je vais continuer très honnêtement à adorer Strikingly. Parce Mm. que d'un point de vue de SEO, les agences de SEO ne sont jamais très contentes de Strikingly. Oui, bien évidemment, pour un dev, Strikingly, c'est vraiment basique, 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 très limité. Mais lorsqu'on commence quelque chose et il faut tester, tâter, voir comment ça se passe, si ça se passe bien, je le trouve génial parce qu'en une demi-journée, tu es en ligne, tu as quelque chose de assez pro et tu peux voir tout de suite qu'est-ce que ça peut donner.
Et, trop cool. Donc là, voilà, si vous avez des questions, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si c'est un bug du questionnaire ou quoi, mais si vous avez des questions pour Capital PV, n'hésitez pas à les poser. Il nous reste 10 minutes. Je peux peut-être anticiper une question. Il y a peut-être des observateurs qui auront vu qu'on a un logo un peu plus ancien qui a été, pour lequel, ça c'est le nouveau logo. On est en train de refondre justement toute l'image un peu de Capital PV. Ça c'est l'ancien logo et qui avait été, je ne sais pas si on peut le dire, mais Ouais, créé en vas-y. partie par Start the Fuck Up pendant le bootcamp. Donc on a conservé l'idée parce qu'on veut pas, on crache pas sur le passé. Mais voilà, on est en train de revoir un petit peu. C'est pour ça que Capital PV, le site corporate, va passer en .com justement pour être un petit peu plus orienté Europe. Et ce n'est pas le site prioritaire, évidemment, puisque le flux des projets qu'on recherche, il est plutôt sur location toiture, hangar solaire et ses frères et sœurs allemands. Mais voilà, petit à petit, on est en train de revenir, on se professionnalise et on se marketise un petit peu plus au fur et à mesure du Il y temps. a une première question donc, de Grégory. Quelles sont vos prochaines étapes de développement? Et sur la partie business, quels sont vos chiffres? Axel, tu peux répondre? Alors, Tu commences? prochaines étapes, Marco en a un petit peu parlé sur le développement. On se développe, on a prévu de se développer là dans les prochaines semaines en Angleterre et aussi aux Pays-Bas avec des plateformes, cette fois-ci en partenariat avec des investisseurs locaux pour aller chercher du leads pour des projets au sol. Donc tout à l'heure, on parlait hangar solaire, location toiture, c'est des projets en toiture et louer son terrain, c'est du sol. En ce qui concerne le marché français, on est en train de travailler sur une plateforme dédiée à l'autoconsommation, qui est une des applications du photovoltaïque au sein du mix énergétique. Donc ça, c'est pour les développements et puis plein d'autres encore plateformes, puisque petit à petit, on sort les plateformes et on a toujours, toutes les semaines, on a une nouvelle idée de plateforme, parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'être incontournable au niveau du marché photovoltaïque en France, c'est-à-dire d'être présent sur tous les secteurs du photovoltaïque. Demain, ce sera certainement aussi les ombrières de parking, mais aussi des ombrières pour d'autres applications. On essaye d'aller aussi vite que le marché va. Et au niveau des chiffres, ce n'est pas un secret. La première année, le premier exercice qu'on a fait, on a fait à peu près 350 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, en 2020, on va bientôt avoir les résultats, mais on est vraisemblablement sur le point de clôturer un exercice à 850 000 euros. Donc, on a une belle croissance. On a ouvert une filiale en Italie au mois de décembre 2020. On vient d'ouvrir là au mois de mars une filiale en Allemagne aussi pour rééquilibrer un petit peu nos activités et pour pouvoir aussi embaucher des gens locaux un peu plus facilement. Donc, vraisemblablement, il n'y aura plus de filiales là pour les prochains mois. On arrête avec cette partie administrative-là et ce marasme européen. Et on se focalise plus sur des nouvelles plateformes. Et puis aussi la découverte de nouveaux pays. On a toujours envie d'aller voir plus loin, d'aller voir en Espagne, d'aller voir en Pologne. Maintenant qu'on sait faire, qu'on sait dupliquer les plateformes, ce qu'il nous faut, c'est des gens qui vont nous apporter un petit peu la connaissance du marché local, la langue, et derrière, on peut le dérouler assez rapidement en quelques semaines. Quel est le panier moyen Axel, par nouveau projet Qu'est-ce que tu entends par comment? panier moyen? pour un nouveau projet? En fait, nous, on a une tarification qui est fixe pour tous nos partenaires avec deux options. Un projet, ça vaut en moyenne 200 euros à peu près en France. L'achat d'une Un fiche, lead. une fiche contact. Ouais. Après, en Italie, c'est un Mais peu différent. ça dépend vraiment Ça dépend beaucoup des du marchés. type parce que ce qui a différencié un peu nos activités depuis les derniers 9 12 mois et ce qui nous permettrait potentiellement aussi, moi j'espère bien en 2021, c'est assez réaliste de pouvoir penser aussi à doubler à nouveau le chiffre d'affaires, c'est que tout ce qui est marché de location, d'hangar solaire, de collectivités locales est un marché différent que le marché du sol. Parce que le marché du sol représente des projets beaucoup plus grands dans lesquels le panier moyen va dépendre du succès de nos développeurs. Parce que nos clients sont des développeurs. Alors nous, au lieu de se faire payer par projet au moment de l'achat du leads, on va plutôt viser à des success fees, c'est-à-dire lorsque le projet il avance à un certain niveau d'installation, et un projet au sol peut prendre entre 2 voire même 4 ans, normalement 2 3 ans. Alors nous, à un certain moment, par rapport à l'état d'avancement du projet, on va par contre
bien évidemment avoir un panier différent. C'est-à-dire on va plutôt investir avec eux. Et donc, le retour pour nous va être différent si le projet avance bien et de manière positive. Autre question, comment avez-vous trouvé vos premiers clients? Se faire connaître auprès des agriculteurs ne doit pas être facile, par exemple. Alors, attention, les agriculteurs ne sont pas nos clients. Nos clients, c'est ce que Oui. Marco disait tout à l'heure, les développeurs. Alors nous, attention, parce que ici, ça peut être mal interprété, c'est des développeurs photovoltaïques qui ne font pas de code, mais qui développent plutôt des centrales, qui dessinent des centrales. Donc, il y a d'un côté les clients, les développeurs photovoltaïques. Ça, c'était assez facile parce qu'on avait le réseau, je l'ai expliqué tout à l'heure, en venant de la distribution, on connaissait les professionnels, on savait avec qui il fallait travailler. Et après, au niveau de l'art, ça a été déjà la base, c'était de faire une bonne landing page et c'est ce qu'on a beaucoup travaillé avec Start the Fuck Up au départ. Et notamment, je crois que c'était plutôt David sur cette partie-là, d'avoir une landing page qui soit logique et qui emmène dans un funnel l'utilisateur, donc l'agriculteur en l'occurrence, puisque c'est notre cible. Donc déjà de construire une belle landing page et qui soit cohérente. Et derrière, c'est aussi tout un apprentissage des outils tels que Google. Et ça, c'est vraiment Sébastien qui s'est mis là-dessus et qui, a posteriori, 3 ans plus tard, est devenu vraiment un expert de l'optimisation des budgets. Et c'est aussi beaucoup d'argent investi sur Google, sur Facebook, dans la presse spécialisée. C'est énormément de marketing pour que le beaucoup de site… groupes Ouais. Facebook dans lesquels Sébastien s'est fait virer. C'était beaucoup de Facebook et beaucoup de Google. Je pense globalement plus de Google, mais Facebook Oui. est toujours important et a des phases importantes dans le développement. Il n'y avait pas eu Le Bon Coin Il faut aussi être à un présent. moment? Si, Le Bon Coin, des sites spécialisés pour les agriculteurs, on a vraiment fait beaucoup de choses, on a testé beaucoup de choses. Et la landing page est vraiment importante parce que tous ces outils-là nous permettent d'emmener les utilisateurs sur cette landing page. Là, typiquement, on a modifié ça, l'histoire des cookies, là, au début du mois, parce qu'il y a eu un changement de réglementation et on se retrouvait avec quelque chose. Et très rapidement, on s'est rendu compte et au quotidien, on regarde le taux de transformation et on essaye de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et là, donc, on a trouvé cet outil pour les cookies qui rend la validation et l'acceptation des cookies un peu moins effrayante que ce qu'on peut avoir sur pas mal de sites en ce moment, de rendre l'expérience utilisateur importante pour ne pas faire peur justement aux agriculteurs, parce que c'est une très grosse cible en France, mais c'est aussi des gens qui sont extrêmement bien informés, qui savent ce qui se passe sur le marché, et particulièrement du photovoltaïque. Donc, il fallait qu'on ait une présentation professionnelle et rassurante vis-à-vis d'eux. Cool. Dans le même style, est-ce que vous menez des actions de prospection téléphonique, mail ou carrément courrier auprès des propriétaires? Non. Le leitmotiv qu'on a depuis le début, justement, dans cette qualité, c'est qu'on n'est pas là pour convaincre nos interlocuteurs que le photovoltaïque, c'est la solution. On est là pour créer du contenu, expliquer un peu les choses. On a créé le guide du hangar photovoltaïque, le guide de la location de toiture. On crée du contenu pédagogique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et le but, c'est que l'interlocuteur, l'agriculteur, le patron de PME, le propriétaire de bâtiment lisent ça et se disent, tiens, ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin parce que moi, j'ai besoin d'un hangar pour mon activité agricole. Et d'après ce que je lis, les petits mecs, là, ils sont capables de me mettre en relation avec quelqu'un qui va me construire ce hangar gratuitement. Mais donc, on ne va pas chercher les gens. C'est eux qui viennent à nous. Et ça crée une relation aussi beaucoup plus facile derrière parce qu'on est là pour les aider. Et on ne les pousse en aucun cas à aller vers le photovoltaïque. Donc, il y a des questions après sur le no-code, mais d'abord, on va finir sur le business. Moi, je vais devoir vous laisser dans 3 minutes, mais Corentin va reprendre la main pour finir de faire les questions. Donc, je vous remercie à tous. Mais la dernière question sur laquelle je vais vous laisser, c'est le business model est-il en 2 étapes, achat de lead puis commission sur le budget du projet? Donc, je crois que la réponse est oui. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. En France, ça dépend des pays, ça dépend des plateformes. Mais il y a toujours cette idée d'un premier achat, le travail marketing qui se rémunère, et après une commission sur le succès. C'est à peu près ça la règle avec certaines Mais différences. la première étape, elle est fondamentale. Sans ça, tu ne peux L'achat. pas envisager après de pouvoir travailler sur le succès des autres. Il faut d'abord avoir un revenu fixe avant de pouvoir travailler au succès. Et si ce n'est pas indiscret, alors c'est Clément qui pose la question, quel est votre budget marketing / communication en % de chiffre d'affaires?
Faut que je prenne ma calculatrice. Parce qu'en pourcent du chiffre d'affaires, c'est pas indiscret, on est à 35-40%. 35%, ouais. Ouais, 35-40%. Et ok, ça reste tout le temps pour une dernière petite question. Par rapport à la partie no-code, quelles ont été les difficultés les plus compliquées que vous ayez rencontrées? Alors, je pense qu'il y en a plein au fur et à mesure du temps, mais c'était quoi les plus difficiles? Dans la partie no-code, Ouais. Ça, c'est Marco surtout, ouais. pour moi, c'était rentrer dans un monde inconnu, par exemple Zapier et tout ça, qui nous permettait de travailler vraiment sans code, mais de comprendre la logique de certains outils qui sont disponibles pour tous à certains niveaux gratuitement ou avec des petits fees mensuels. Si tu n'as jamais fait ça, il faut d'abord se caler dans ce monde et comprendre la logique. Une fois que la logique elle est comprise, ça reste beaucoup plus simple, mais le début est toujours un peu choquant si on ne l'a jamais fait au début. Et d'ailleurs, là, je voudrais aussi en profiter une seconde pour remercier beaucoup Startup Cap, Michael et David, parce que maintenant que, bien évidemment, après 3 ans, on est quand même monté un peu en compétences. On est très loin d'être un dev, très très loin, mais on est quand même monté en compétences. Je suis encore plus surpris positivement de comment vous avez eu le courage de ne pas nous expliquer tout ce qu'on aurait pu faire dès le début, de rester très très simple. Parce que moi, j'aurais du mal aujourd'hui à avoir le même recul que vous avez eu. Parce que finalement, pour vous, ce que vous nous avez fait faire au début, c'était du basique. Et vous avez tenu, et en évitant de, oui, ça aurait été cool, ajouter ce petit bout-là, que finalement, ce n'était pas aussi compliqué que ça, parce que c'était clair et évident que pour nous, il fallait d'abord maîtriser la base. Sans ça, on n'aurait jamais pu commencer. Tout à fait. Ça fait la parfaite transition sur mon départ parce que c'est exactement ça qu'on fait toujours maintenant avec tous les entrepreneurs qu'on accompagne. C'est de la forme. On fait même un peu mieux maintenant. On envoie des e-learning en avance pour que vous soyez formés un petit peu aux méthodologies des outils tout seul en amont. Et quand on fait le workshop comme ça, c'est que de la co-construction et de la prise en main. Et on a plus de temps. On avait fait un seul jour. Maintenant, on fait 2 jours complets pour avoir le temps de prendre un petit peu du recul, 2 jours séparés d'une semaine pour avoir le temps de prendre du recul sur les outils, d'avoir des questions. Donc voilà, pour tout ce qui est transmission et pédagogie, on sait que améliorer depuis le temps. Je vais laisser la parole à Corentin. Et je vous remercie en tout cas, Marco et Axel, d'être venus à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions sur le Merci chat, les pour l'invitation. spectateurs, voilà, n'hésitez pas à les poser et Corentin va les poser à Marco et Axel. Merci beaucoup en tout cas et à Merci très vite. beaucoup. Salut, Mickaël. Salut. Ciao. Salut Mika, donc on a encore une petite question, là, une dernière petite question, c'est comment vous êtes arrivé à synchroniser votre ancienne base de données avec celle nouvellement créée? Parce avant d'utiliser Airtable, vous avez certainement un système qui tournait, je ne sais pas. Non, attention, nous, justement, avec Startup Cap, le choix d'utiliser Airtable a été pris dès le début. Donc, nous, on a commencé avec Airtable, on travaille avec Airtable et on va continuer à travailler avec Airtable. On trouve ça un outil exceptionnel et le potentiel d'Airtable est énorme. On est commencé à 1% de connaissance de l'outil. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 50%. On est encore très loin du potentiel maximum d'Airtable. Après, bien évidemment, on a ajouté plusieurs flows d'Airtable, mais là, du coup, c'est très simple de pouvoir gérer ou déplacer des datas ou des données d'un flow à un autre flow. On peut utiliser du CSV, on peut utiliser du copy-paste, on peut utiliser du Zapier. Donc là, il y a beaucoup de solutions possibles. Ouais, en effet, avec Airtable, les solutions sont quasiment infinies. Donc, Et je pense, c'est pas moi l'expert, mais pour répondre un peu à la question, donc nous, on n'a pas eu ce point-là, mais je crois que Airtable est très compatible avec du CSV. Donc, ça doit, à mon avis, être possible de pouvoir récupérer une base de données et aller l'implémenter dans Airtable. ouais, exactement. En effet, il y a des petits tricks à connaître. Et même plus avec un peu de low-code, potentiellement, on peut, avec les fichiers CSV, même retrouver un petit peu de toute la base et la structure des vues et des colonnes qu'on avait prévues au début. Ouais, avec un petit peu de low-code, ouais, ok. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, je vois qu'il n'y a plus de questions dans le Q&R. Il y a encore 20 personnes. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, hein.
viens de trouver où étaient les Si questions. vous, Axel ou Marco, vous avez un dernier truc dont vous aviez envie de parler. Non, je pense qu'on on a bien mis en avant l'apport de Start the Fuck Up et bon, ni Marco ni moi n'avons d'action dans la société pour rendre tout ça plus crédible, mais il y a vraiment une approche intéressante avec Start the Fuck Up d'aider à organiser ses idées et de bien faire les choses et justement d'être autonome. Et c'est ça le plus important. Levée de fonds ou croissance, ouais. Levée de fonds, non. On n'en a pas eu besoin encore et pour le moment, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, on a eu la chance très rapidement de générer un peu de chiffre d'affaires, notamment en France, puis en Allemagne, maintenant en Italie. Et on s'est financé jusqu'à présent comme ça. Et on compte continuer à se financer comme ça, tant qu'on y arrive, malgré tous les projets qu'on a. Oui. Bon, moi, je pense qu'on a un peu tout dit. La conclusion, on l'a pu dire dès le début. Ce que je trouve très intéressant dans cette approche pour des personnes qui n'ont pas de connaissance de code, de dev, mais même pour les personnes qui ont beaucoup de connaissances dans le dev, je pense que c'est une approche très saine, celle de commencer avec des outils existants et avec des simples automatisations. Parce que lorsqu'on a des idées, il faut vérifier si ces idées sont confirmées par le marché et si ça vaut aussi la peine de mettre de l'argent et du temps. Parce que pour nous, en tant que non-dev, ça aurait été beaucoup d'argent. En tant que dev, il ne faut quand même pas oublier, oui, ça veut dire que potentiellement, on est capable de le faire, un dev, mais ça prend quand même du temps, beaucoup de temps. Est-ce que ça vaut la peine lorsque une idée, il faut qu'elle soit confirmée au niveau business et au niveau marché? Ça c'est à voir, à mon avis. Ouais, en effet, je pense que c'est un très bon point ce que tu dis. Ouais. Faut toujours aller le plus vite à la rencontre de son marché au lieu de perdre du temps dans des développements ça va coûter cher, ça va avancer moins vite. Il faut avoir le minimum viable product très rapidement pour pouvoir les tester auprès des clients. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on préconise chez Start 2 FF. Super. Sinon, pour les replays, oui, je l'ai envoyé un lien. Et puis, de toute façon, ce sera sur YouTube aussi. Quelles sont les limitations du no-code pour vous? Pour l'instant, on ne voit pas de limite. Est-ce que tu confirmes, Quentin? Oui, il y a toujours des limites et ça va dépendre des projets. Hein, mais c'est vrai que dans votre cas, vous êtes allé très, très loin. Donc, c'est cool. Après, une des limites les plus connues d'Airtable, c'est 50 000 lignes, quoi. Mais ça va être sur des projets très spécifiques, quoi. C'est sûr que si on veut faire un réseau social, par exemple, Airtable ne va pas être le bon outil parce qu'il va y avoir tellement de messages que du coup, on va vite atteindre la limite. Et donc là, en fait, il y aura d'autres outils no-code à utiliser, quoi. Donc aussi, outre les limites du no-code en général, il y a aussi les limites de chaque outil qu'il faut connaître pour savoir lequel est le bon à utiliser, quoi. Et c'est surtout ça qui fait la force aussi d'une bonne connaissance no-code, quoi. Oui, c'est un bon point. Effectivement, si nous, on devait devenir 10 fois plus grand qu'aujourd'hui, mais pas 5 fois, 10 fois, ça va prendre quand même du temps, si jamais on y arrive. Alors du coup, effectivement, à partir d'un certain niveau qui est presque exagéré, alors là, tu peux effectivement te poser une question de dire, ok, c'est fini, on passe à du custom, du dev pur, mais les limites, elles sont quand même énormes. Ouais, et puis comme tu dis, il y a le temps. Voilà, au bout d'un moment, quand tu dois passer à du code, finalement, c'est ce qu'on dit un problème de riche. C'est plus très grave de payer. Oui, exactement, c'est vrai. C'est exactement ça. Oui. Voilà. Sinon, là, je vois qu'il y a Alors, il y a quoi, Nick les limitations du no-code, ça, on a répondu. Pour le réseau social, les outils, par exemple, un qui est super cool, c'est Tribe. Là, je l'ai mis dans le lien. Et ça, en quelques secondes, il y a tout. Enfin, très rapidement, on peut set up sa communauté. Donc, c'est un outil qui a été utilisé par le CRM Pipedrive ou un exemple encore plus connu, Le Bon Coin. Alors, la communauté Le Bon Coin est faite avec cet outil. Donc, voilà. Et sinon, sur des projets avec énormément de données, est-il mieux de développer l'application du coup en faisant un prototype avec du no-code? Je pense qu'on a déjà un peu répondu à ça, non? C'est-à-dire à partir d'un certain niveau, oui, mais ce niveau, il est très élevé.
Voilà, parce que souvent, on peut se dire, par exemple, là, je ne connais pas, Maxime, ton exemple, hein, mais tu peux te dire, je vais avoir énormément de données, mais en fait, peut-être que tant que tu n'as pas tes premiers clients, en fait, tu as zéro données, quoi, tu vois. Donc, peut-être qu'au début, tu vas avoir zéro client, puis ensuite deux clients, et donc, en fait, là, le problème de trop de données, tu l'auras plus tard, tu vois. Souvent, c'est ça aussi qu'il faut évaluer avec les projets, quoi. Et pour tester un projet de banque, c'est-à-dire si tu veux créer une banque, alors c'est voilà, alors pour certains sujets, ça peut être plus compliqué le no-code, quoi. Par exemple, surtout sur les pour tester, je trouve, pour tester un projet de banque, c'est un peu trop vague. Pour tester un projet, que ce soit de la banque ou autre chose, il faudrait faire un bootcamp avec Start2FACAP et évaluer par rapport au type de projet quels sont les meilleurs outils possibles. Mais je ne vois pas pourquoi un projet de banque ne pourrait pas marcher avec un outil no-code. Après, ça dépend. Si c'est de la cryptographie, non, ça non. Mais... Ouais, et après, il y a quand même, par exemple, donc ça va être chaud de faire un projet de banque en no-code, mais il y a quand même des systèmes qui existent, par exemple, qui fournissent toutes les fonctions nécessaires à faire des transactions, quoi. Donc, on n'a pas besoin d'obtenir les autorisations de gérer des transactions financières, par exemple. On peut direct construire sa banque par-dessus. J'ai plus le nom de l'outil, mais il y en a, quoi. Donc, voilà, ça sera pas quand même du no-code, mais il y a des moyens de faciliter ça. Et Taoufik, est-ce que Airtable est compatible avec les CRM, par exemple, CRM Zoho ou autre? Je ne connais pas Zoho. Est-ce que tu le connais, Corentin? Je ne sais pas si c'est Zoho Creator, là, l'outil Zoho Creator, je ne suis pas sûr. Mais dans tous les cas, oui, Airtable est Tant compatible. qu'il y a une compatibilité de uploader ou downloader des données en CSV, why not, non? Ouais, et puis même, en fait, à chaque fois, la bonne pratique, c'est d'aller regarder sur Zapier si ton outil de CRM, il a une intégration avec Zapier, en fait. Et c'est comme ça que tu vas savoir si c'est possible de faire la connexion ou pas, quoi, facilement. Ouais. Donc, par exemple, si tu utilises Pipedrive, qui est un CRM connu, bah là, c'est connecté à Zapier, donc tu peux créer des contacts, créer des organisations, faire tout ce que tu veux, quoi. Donc, voilà. Super. Je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais. Je pense que... Ouais, c'est ça, Eric. Je parlais de trésor, en effet. Et puis, pas si c'est que pour les clients, oui, hein, pourquoi pas, faudrait voir. Mais oui, Airtable peut très bien gérer une base de clients pour faire des envois d'emails et tout, quoi. Donc, voilà. Je pense que là, on a tout répondu. Quels sont les outils sociaux? Ça, c'est bon. Ouais. OK. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions, hein. Donc, Je pense on s'est même tous pris un peu plus de temps. Donc, ouais, merci beaucoup. Ça a été cool qu'il y a eu autant de participants qui ont résisté jusqu'à la fin. Et donc, merci à tous. Merci Start2FACAP, merci à Merci, toutes les personnes qui nous ont Axel et suivis. Marco. C'était très intéressant. Et, à bientôt. ouais, À bientôt. On Merci espère. Corentin. Moi, je vais Merci. arrêter le webinaire. Au revoir, merci. Bye.